Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Des responsables d'organisations fêtières des producteurs de coton sont reçus aujourd'hui par le président Patrice Talon. Au menu des échanges, le rendement record de coton annoncé pour le compte de la campagne 2016-2017. Attaque des champs de maïs par les chenilles dans la vallée de l'Ouémé. 2 mois après la pulvérisation des champs, le rendement est satisfaisant. Le constat de Jérôme Mongo dans cette édition. Et puis la célébration du centenaire de Kaba s'est achevée en apothéose. Visite de quelques sites de résistants du héros national et plusieurs communications sont les temps forts de cet événement. Bienvenue si vous nous rejoignez, direction la Marina, audience au cabinet du chef de l'État. Quelques responsables d'organisations fêtières des producteurs de coton ont été reçus cet après-midi par le président de la République. Les échanges ont porté sur la campagne cotonnière et les rendements records qui se profilent à l'horizon. Au sortir de l'audience, le président de la Fédération nationale des producteurs de coton et celui de l'Union des coopératives de Banikwara n'ont pas caché leur satisfaction. On les écoute au micro de la télévision nationale. Et tout d'abord, nous lui avions tendu notre main de collaboration pour la bonne marche de la filière coton. Et nous lui avions aussi promis d'améliorer la production dès le début de la campagne 2017-2018. Nous lui avons aussi promis l'accompagner jusqu'au bout de son mandat. Accompagner aussi les réformes engagées au niveau de la filière agricole, en particulier le coton, qui est notre domaine que nous savons faire. Ce qui fait notre satisfaction au sein de la filière cotonnière, dès le début du démarrage de la campagne cotonnière, tout le monde le sait, il n'avait même pas 1 kilogramme d'intrants agricoles, mais compte tenu de son professionnalisme et de ses relations nationales et internationales, nous avions eu des intrants en quantité et en qualité. Et la nature a répondu à nos doléances, ce qui a fait qu'aujourd'hui la production va au-delà de 400 000 tonnes. Et en dehors de ça, le paiement, comme vous le savez, ça suit bon train. Mais il y a quand même des améliorations qu'il faut faire parce qu'il y a une petite lenteur là-dessus. Je crois que on est fiers aujourd'hui parce qu'on sait que tous les produits qu'on aura livrés, nous aurons notre agent coton à 100%. Je crois que là, c'est notre fierté totale. Nous sommes à pied d'œuvre de l'accompagner et surtout pour le développement du coton. Et nous devons nous rallier derrière lui pour le renforcer afin que nous réussissions. Actuellement, la situation du coton, c'était une campagne qui était très tôt lancée depuis le 3 novembre 2016. Vous voyez, mais avec un peu de perturbation au niveau de 2 mois de retard qui nous met aujourd'hui à avoir de coton dans les bras des producteurs. Vraiment ce souci, bon, Dieu seul peut nous accompagner parce que ça arrive souvent. Lorsqu'on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Ça là, je propose que c'est Dieu qui a fait comme ça. Sinon, s'il avait mis un consensus entre transporteurs et graineurs très tôt, depuis le lancement de la campagne, on aurait déjà 0 kg de coton dans la main des producteurs. Nous voici aujourd'hui, nous nous trouvons à un peu moins de 50 000 tonnes de coton dans nos bras. Mais avec la rencontre et la recommandation du PR lui-même, je sais très bien, les aiguilleurs ont pris l'engagement dans 2 semaines, finir le coton dans tout le Bénin, finir le paiement des fonds coton, finir le ramassage, finir le grainage et on se trouve avec une belle fête. Direction la vallée, lutte contre les chenilles dévastateurs. 2 mois après la pulvérisation des champs contre les chenilles dévastateurs, les résultats sont satisfaisants. C'est le constat fait ce mardi 11 avril par une équipe de la direction de la production végétale. Jérôme Mongo les a suivis. Voici son compte rendu. En février dernier, la direction de la production végétale lançait ici une campagne contre les chenilles dévastatrices. 2 mois plus tard, voici le constat dans ce champ de maïs à Gobo, dans la commune d'Adjoum.
modelo ko mbudwa mama kuno ko yedu bi wa fla du bi ba ore ko sa ti bi apunka bro nato bon wado pe ba hol mele ba kwanden ka de mele ba kwanden ya don do e yi wa khula we bu fundo e fundo wa fla bi. La direction de la production végétale se réjouit des résultats obtenus. Elle explique le processus de pulvérisation de la superficie déclarée. On a eu une déclaration de 900 et quelques hectares qui sont menacés. Et par rapport à ça, nous avons fait une évaluation et la quantité de produits qui a été évaluée, cette quantité nous a été octroyée par, disons, l'État, par son Excellence le Président Patrice Talon. Et ensuite, nous avons eu des équipements des pulvérisateurs à pile. Et sur le terrain, nous avons pu aussi associer les pulvérisateurs à dos des braves producteurs qui n'ont pas ménagé leur effort pour nous accompagner. Deuxième champ visité, Oueda dans la commune de Dangbo. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers parce que là, le résultat est là, tout le monde applaudit. Il y a de l'autosatisfaction, mais il y a aussi le sentiment du devoir bien accompli. Mais tout de suite, nous avons la grande saison qui nous attend. La veille phytosanitaire est toujours activée et les équipes, les collaborateurs sont toujours rangés en ordre de bataille pour que nous puissions aussi sauver la grande saison. Bon, et nami a teke on a teke on de gle miton dona bero a teke on de wa jenukon ne minino mo teke no bona motembo oule a wa gle de alemide. Nous voudrions qu'il y ait de microcrédits pour que nous élargissions beaucoup davantage nos activités. Le collectif des encadreurs s'invite à être davantage à l'écoute des cultivateurs. Dès qu'ils relèvent un problème à notre niveau, nous devons tout faire pour pouvoir leur donner satisfaction. Aux producteurs, je souhaiterais qu'ils continuent la veille individuelle dans leur champ. Pendant l'opération de pulvérisation, les équipements de protection individuelle n'ont pas été suffisants et il reste encore une superficie non négligeable à prendre en compte pour réussir la prochaine saison. Direction la Côte d'Ivoire, les chefs d'État de l'UEMOA se sont réunis hier lundi à Abidjan. C'est à la faveur d'un sommet extraordinaire organisé à l'initiative du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président de la République, Patrice Talon, et ses pairs ont examiné à cette occasion l'essentiel des dossiers inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. César Yaka et Rono Akapo nous en disent plus. À l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, le président Patrice Talon a rejoint ses pairs dans la capitale économique ivoirienne pour les travaux du sommet extraordinaire de l'UEMOA. Au pied de l'avion présidentiel, pour le cérémonial d'accueil du chef de l'État béninois et de sa délégation, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Quelques minutes plus tard, cap sur le Sofitel Hôtel Ivoire. C'est dans cette somptueuse salle de conférence que l'élite dirigeante des pays membres de l'Union s'est donné rendez-vous pour évaluer les acquis et se pencher sur des problèmes liés à l'insécurité dans la sous-région. Au chapitre des acquis, les signaux sont au vert. L'évaluation des données au sein des pays de l'UEMOA révèle des avancées qui sont de nature à stimuler la croissance dans l'espace communautaire. Économique forte, soutenue par le renforcement des investissements dans les infrastructures et par la bonne tenue des productions agricoles, industrielles et des services. Le taux de croissance du PIB serait de 7% au total. L'Union devrait consolider en 2017 les performances déjà obtenues en 2016. À cet égard, les États membres de l'Union devront poursuivre les réformes visant la transformation structurelle des économies, le développement inclusif et l'approfondissement de l'intégration régionale. Signe d'une confiance affirmée et d'un intérêt certain pour les performances enregistrées au sein de l'UEMOA, les 8 chefs d'État et de gouvernement des pays membres ont sonné la grande mobilisation au sommet d'Abidjan. L'occasion a été saisie par le président en exercice de l'Union pour évoquer certains sujets essentiels comme l'intégration économique et monétaire. Je suis encouragé, malgré une conjoncture internationale difficile, par de bonnes performances économiques enregistrées par les États membres de notre espace.
En effet, comme le disait le président du Conseil des ministres, avec un taux de croissance économique de 2,8% en 2016, l'UEMOA affiche un taux de 4 fois supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, car ce taux pour l'Afrique était seulement de 1,6%. Selon les premières indications, comme il le disait tout à l'heure, les perspectives économiques pour l'année 2017 sont également favorables, malgré toutes les contraintes que nous vivons au quotidien. Ces résultats encourageants sont le fruit de politiques économiques cohérentes, mises en œuvre par nos pays respectifs, avec l'accompagnement des organes et des institutions communautaires et bien sûr le soutien de la communauté internationale. Les bonnes performances économiques de notre Union ne doivent pas occulter les défis auxquels nous sommes confrontés. Les chefs d'État ont aussi marqué leurs préoccupations communes contre le terrorisme dans la sous-région. Parmi les dossiers inscrits au menu de ce sommet extraordinaire figure en bonne place la désignation du nouveau président de la commission de l'UEMOA. Au terme de leur huis clos, les chefs d'État ont jeté leur dévolu sur le Nigérien Abdallah Bouraïman, qui prend ainsi la succession du Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré à la tête de la commission. Les décisions prises lors du conclave d'Abidjan sont contenues dans le communiqué final lu par le président sortant de la commission de l'UEMOA. Eh bien, au terme de cette rencontre, le communiqué final de la session extraordinaire de l'UEMOA a été lu par le président sortant de la session de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré, nous précise ici l'essentiel des décisions issues du conclave des chefs d'État à Abidjan, suivant un extrait du communiqué final qu'il a présenté à l'Auguste Assemblée. Session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Communiqué final. Analysant la situation politique au sein de l'Union, la conférence se félicite de la bonne tenue du référendum et des élections législatives en Côte d'Ivoire. Abordant l'état de l'Union, la conférence a examiné la situation sécuritaire au sein de la sous-région. Elle condamne vigoureusement les attaques terroristes perpétrée dans certains États membres et réitère sa solidarité envers ses pays frères ainsi qu'à l'endroit de tous les peuples affectés par le fléau du terrorisme à travers le monde. La conférence s'est félicitée de l'exécution des projets financés sur les ressources du Fonds de développement de l'énergie à hauteur de 229 milliards en ce qui concerne l'initiative régionale pour l'énergie durable. Elle a salué les actions conduites dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la promotion de l'énergie solaire, en vue de favoriser l'implication du secteur privé dans le financement des projets de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans l'espace UEMOA. La conférence a pris acte du mécanisme dénommé Facilité régionale d'accès à l'énergie durable FRAED, créé pour servir de catalyseur et d'effet de levier pour les investissements privés. La conférence encourage les organes et institutions à poursuivre la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires pour le bien-être des populations de l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement apprécient les travaux accomplis dans le cadre de la consolidation de la viabilité du secteur de la microfinance et du développement de l'inclusion financière au sein de l'Union. La conférence a été informée de la révision des textes en vigueur dans l'Union en matière de répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires. La conférence se félicite des dispositions mises en œuvre avec l'appui du Conseil régional qui ont permis aux États membres de l'Union de lever des ressources importantes sur le marché financier régional pour la couverture de leurs besoins de financement à long terme via les instruments de la finance islamique que sont les soukouk. La conférence a été informée de la décision du Conseil des ministres de mettre à la disposition de la BOAD un mécanisme régional de bonification abondé en ressources internes en vue de lui permettre d'assouplir ses conditions d'intervention en faveur des États membres. Elle se réjouit des résultats de la première émission d'eurobonds de la BOAD réalisée en avril 2016, qui lui a permis de mobiliser un montant de 750 millions de dollars US sur une maturité de 5 ans. Malgré la bonne situation de la zone UEMOA, les chefs d'État et de gouvernement
ont demandé la poursuite des efforts de rationalisation à travers une bonne maîtrise des charges de fonctionnement des organes de l'UEMOA. Fait à Abidjan le 10 avril 2017 pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, le président en exercice, son Excellence M. Alassane Ouattara. Voyons à présent ce soutien au PAG. La Banque africaine de développement BAD se positionne pour être au cœur de la mise en œuvre des réalisations du programme d'action du gouvernement. Elle a procédé hier à la signature de l'aide-mémoire sanctionnant l'ouverture prochaine d'un bureau national à Cotonou et le financement de la phase 2 du PACHEFCOM. Ulvaïus Balogun et Dine Bouraïma pour le point. Signature et paraphe de l'aide-mémoire sur les négociations pour l'ouverture d'un bureau national de la Banque africaine de développement BAD au Bénin. Premier acte qui consacre le caractère solennel de la synthèse des travaux entre la délégation de la BAD et le gouvernement béninois. L'ouverture du bureau national de la Banque au Bénin permettra à la Banque de renforcer le dialogue politique, de renforcer la performance du portefeuille et son impact sur le développement au Bénin, et de mieux coordonner cette activité avec celle d'autres partenaires au développement. Elle permettra aussi de réaliser de nouvelles opportunités, notamment dans le secteur privé. L'autre acte fort de cette cérémonie est le financement de la phase 2 du projet d'appui à la gestion des forêts communales, PAGEFCOM 2. Ce projet aura donc à mettre en place des outils techniques de gestion des ressources forestières, et aussi quelques mécanismes institutionnels qui permettront de mieux gérer nos ressources naturelles. C'est le fruit d'une coopération efficiente, un accompagnement majeur dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. La banque constitue pour notre gouvernement un partenaire majeur dans la mise en œuvre de ce programme. Le gouvernement se réjouit en effet de cette décision prise le 22 février 2017 dans le souci de rapprocher davantage la banque de ses clients, et en l'occurrence la Banque du Bénin, et de renforcer l'efficacité de ces opérations et le dialogue avec notre pays. L'engagement est donc pris par les différentes parties pour l'ouverture d'ici la fin de l'année 2017 du Bureau national de la Banque africaine de développement. Un plaidoyer pour faire du Bénin le centre névralgique des interventions de la banque dans la sous-région ouest africaine. Et ce forum scientifique à l'Infosec ce mardi a démarré un forum, celui sur la migration. La cérémonie d'ouverture du dit forum, tous les acteurs sont unanimes sur la nécessité d'analyser le phénomène et de se lancer dans un processus de mise en place d'une base de données qui servira d'outil de planification. Le reportage de Gislain Poguet et Jules Akoïko. 2 jours pour réfléchir sur la mobilité humaine. Un forum scientifique qui réunit chercheurs, professeurs des universités, cadres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et spécialistes de la migration. Plus de 3 millions de personnes sont à tout instant en mouvement. En raison de l'importance de la question, il est impérieux que notre pays, le Bénin, se dote des instruments nécessaires à l'instar d'autres pays. Ils étudieront les mouvements humains, la problématique qu'ils soulèvent et leur impact sur le développement. Pour la coopération suisse qui soutient ce forum scientifique, il est important de contribuer à la lecture et à la compréhension du phénomène de la migration. Il est alors heureux que nous soyons réunis pour des réflexions de haut niveau sur la recherche en migration pour, à terme, éclairer la décision publique au Bénin. La cérémonie officielle d'ouverture du dit forum est présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le présent forum se veut un moyen d'attirer l'attention des chercheurs et autres acteurs de la recherche sur le besoin d'une méthodologie harmonisée de recherche sur les questions de migration au Bénin. C'est un vide qu'il est nécessaire de combler pour améliorer les bases publiques de la décision publique dans ce domaine. Un vide que tentera de combler les travaux de ce forum pour une gestion optimale de la mobilité humaine. Les travaux pourraient déboucher sur un processus de mise en place d'une base de données fiable, un outil majeur de planification en matière de développement.
Voyons en offre à présent un bus de transport en commun qui assurait le déplacement de jeunes élèves dans le cadre d'une excursion a pris feu cet après-midi autour de 13h au carrefour Sonneb, ancienne maison de la direction des relations publiques de l'ORTB. Il y a eu plus de peur que de mal puisque tous les passagers du bus s'en sont sortis indemnes mais en état de choc. Une fuite de carburant serait à l'origine du feu. Le véhicule en question a subi d'énormes dégâts. Le feu a été finalement maîtrisé par les éléments du groupement des sapeurs-pompiers déployés sur les lieux. Cet incendie repose une fois encore la question des mesures de sécurité dans l'organisation des sorties pédagogiques dans les écoles. On ne quitte pas les écoles. Le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle était hier face aux professionnels des médias. Objectif, se prononcer sur les réformes engagées depuis un an pour améliorer la qualité de l'enseignement. Le compte-rendu avec Ulvaïus Balogun. Retour aux normes et au respect des textes qui régissent l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. C'est l'essentiel à retenir des actions posées dans ce sous-secteur durant cette première année de gouvernance du régime de la rupture. Ce nouveau départ est caractérisé par le retour aux normes parce que un système éducatif, ça se bâtit autour des tests législatifs et réglementaires. Une nouvelle forme de gestion basée sur la mise en place d'un conseil sectoriel de dialogue social pour assainir le sous-secteur. Le conseil sectoriel, à son alinéa 2, est chargé de recenser et de synthétiser les revendications relatives à la carrière, de discuter et d'arrêter de manière consensuelle des approches de solutions pour le règlement des revendications des personnels. C'est pourquoi, sur la question de la grève de l'intersyndicale des agents contractuels de l'État promotion 2008, le ministre se veut ferme. Ça ne va pas être sérieux de la part du gouvernement d'avoir investi près de 15 milliards dans la formation des reversés et dire qu'on va les renvoyer. Donc, d'entrée de jeu, de dire que cette information-là, elle est fausse. Des mesures sont également prises pour la construction de lycées modernes, de centres de formation professionnelle dans les communes. Nous, on est dans la dynamique de faciliter l'accès et l'amélioration des conditions de travail des enseignants par la construction de salles de classe et ainsi de suite. D'ici quelques mois, les gens auront une amélioration sur leur salaire. Donc, on n'est pas en train de laisser les problèmes. Donc, on ne peut pas nous dire que rien n'a été fait. Comme quoi, pour le gouvernement de la rupture, l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle est une priorité majeure. Voyons à présent cette main tendue à l'école béninoise. L'association québécoise Carrefour Jeunesse Emploi fait œuvre utile à Porto Novo. Elle a offert 2 complexes scolaires de la ville, une 50aine de tables et bancs, puis du matériel didactique. Guillaume Aviano et Patrick Imavo pour le point. Des tables et bancs, mais aussi des fournitures scolaires au profit des écoliers d'Agbokou, mais aussi de Diegankpevi. Un appui de l'association québécoise Carrefour Jeunesse Emploi à la municipalité de Porto Novo et au système éducatif de la ville. Les 26 tables et bancs que nous sommes en train de recevoir ce jour viennent à point nommé. En effet, dans nos classes, plusieurs de mes camarades sont assis à 3 voies, même à 4 sur des tables bancs, à 2 places. Comme vous le voyez, ce dont nous permettra d'étudier dans de bonnes conditions. Ces conditions d'apprentissage précaires affectent les résultats scolaires. En offrant les tables et bancs à ces écoliers et à ces écoles, vous apportez une réelle réponse à un problème réel. Les tables et bancs offerts au complexe scolaire de Diegankpevi et d'Agbokou ont été fabriqués sur place par des jeunes encadrés par l'association Carrefour Jeunesse Emploi. Des jeunes diplômés des centres de formation du Canada pour la plupart en transition vers leur premier emploi.
Direction Nati Tengou dans l'Atakora, la célébration du centenaire de Kaba s'est achevée en apothéose dans cette cité des Nanto à Nati Tengou. Les participants ont eu droit à plusieurs communications, toujours dans le cadre des manifestations mémorielles. Quelques sites de résistance du héros national ont été visités à tout contournant. 3 jours d'animation, c'est un pari gagné selon les membres du bureau de l'association des peuples de l'Atakora et de la Donga pour la promotion des acquis de Kaba, UDAPAC en abrégé, les temps forts avec Abdullah Idrissou et Ousmane Baparapé. Les manifestations démarrent ainsi sur l'esplanade de la mairie de Nati Tengou. Quelques tableaux en mémoire du vaillant combattant. Unissons nos voix selon les exigences de nos traditions ancestrales pour la réconciliation nationale. Qu'on réfléchisse sur leur combat pour en tirer les leçons et les enseignements pour les générations présentes et futures. Loin de les célébrer tout simplement, nous le vénérons pour l'importance de son engagement, le courage de son sacrifice. Les autorités à divers niveaux s'accordent à reconnaître les mérites du héros national dont le centenaire de la résistance s'étend sur 3 jours avec au menu une vingtaine de communications. Le cadre environnemental et social de Kaba, c'est au cœur de ces montagnes qui nous entourent qu'est né et a grandi notre héros. C'est aussi dans ces escarpements rocheux qu'il a mené sa résistance, près de 3 ans durant. Pour l'immensité du personnage de Kaba, je considère qu'on ne peut pas l'appréhender dans son entièreté, rien que dans un document de 15 minutes ou dans un document de 26 minutes. Le cap sera ensuite mis sur Dataori, l'un des sites de retranchement de Kaba et ses guerriers dans la commune de Tukuntuna. Après quelques marches à couper le souffle, les randonneurs marquent une pause pour le recueillement. Quand on entre par ici, on sort à près de 8-7 km de l'autre côté, à Tampori. La délégation repart à Nati Tengou avec les cendres de Kaba et de ses compagnons. Cette cérémonie marque alors la fin des manifestations officielles du centenaire de la résistance de Kaba. On reste à Nati Tengou. Après 3 jours de manifestations mémorielles à Nati Tengou et à Tukuntuna, les participants au centenaire du héros national Kaba disent ici leur satisfaction. Suivez quelques personnalités au micro de Abdullah Idrissou et Ousmane Baparapé. Nous avons entrepris un pèlerinage à Dataori où s'est déroulé ce combat ultime pour communier avec Kaba et ses combattants. C'est donc dit que l'objectif, c'est de montrer que, en réalité, Kaba n'a pas été vaincu. J'ai été très ému par ce que j'ai vu. Nous sommes fatigués par le trajet, mais je crois que c'est un site à valoriser et ce sont des sites plutôt à faire voir à tous les Béninois. Cette commémoration méritait vraiment d'être faite 100 ans après pour encore rappeler à l'opinion internationale, à l'opinion nationale et enseigner à nous-mêmes d'abord et à nos jeunes frères ce que c'est que la dignité dans le combat pour la victoire, la libération. Les 2 principales activités majeures qui ont été menées, c'est d'abord l'organisation d'un colloque sur la résistance de Kaba. Deuxièmement, c'est le retour des cendres de Kaba et de ses compagnons. À partir de ce constat, je pense que nous pouvons, au niveau du comité d'organisation, éprouver de la satisfaction. D'autant plus que nous avons constaté qu'il y a eu une mobilisation des populations de l'Atakora et de la Donga autour de cette cause. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h le magazine Soirée Sport et 2 feuilletons, Les Choix de l'amour et Oui Vartuo. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winato. Bonne suite des programmes sur l'ORTB, la télévision nationale.